Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est le deuxième épisode de la série sur la guerre froide et nous allons parler de la crise des missiles de Cuba. Allez, c'est parti. La crise de Cuba est celle qui aura vu les deux superpuissances, à savoir l'URSS et les États-Unis, au plus proche du déclenchement d'une confrontation militaire directe, si ce n'est même nucléaire. Elle est le résultat entre autres d'un mauvais calcul politique de la part de Nikita Khrouchtchev, alors dirigeant soviétique. Celui-ci, persuadé que son homologue américain, jeune et fraîchement élu, n'osera pas réagir, va pousser ses pions au point de provoquer une réaction ferme de la part de Washington. Cuba, île des Caraïbes située à moins de 150 km des côtes américaines, fut aussi l'épicentre de la crise. L'île de Cuba, ancienne possession espagnole, est indépendante depuis 1902. Mais les États-Unis y ont installé une sorte de protectorat économique et militaire. Une grande partie de la production des richesses de l'île est détenue par des industries américaines et une base navale d'importance stratégique à Guantanamo y a été implantée. Après une longue période d'instabilité politique et sociale qui dure depuis 1933, Fulgencio Batista, soutenu à bout de bras par les États-Unis, prend le pouvoir le 10 mars 1952 à Cuba. Le régime, corrompu et à la botte de Washington, provoque par réaction des soulèvements dans la population cubaine. À partir de cette date, un jeune avocat, Fidel Castro, prend les armes contre Batista en rejoignant les groupes révolutionnaires qui mènent une guérilla contre les forces armées cubaines. Le 26 juillet 1953, Castro et ses hommes attaquent une caserne de l'armée, mais c'est un échec et lui et ses compagnons sont jetés en prison. Amnistié, il s'exile au Mexique en 1955, où Castro rencontre alors un certain révolutionnaire utopiste, Ernesto Che Guevara. Après s'être entraîné avec les membres de leur groupe révolutionnaire, le mouvement du 26 juillet, Castro et ses troupes débarquent sur les plages cubaines le 2 décembre 1956. Repoussés par l'armée, ils prennent le maquis et commencent une longue période de guérilla et d'action révolutionnaire. Celle-ci se solde par la victoire de Castro lorsqu'il prend d'assaut la Havane. Le dictateur Batista s'enfuit alors le 1er janvier 1959 pour les États-Unis. Dans les premiers temps, le gouvernement provisoire avec à sa tête Fidel Castro n'est pas particulièrement pro-communiste ni foncièrement anticapitaliste. Cependant, Castro entame des réformes sociales, industrielles et agraires qui touchent directement les entreprises privées américaines installées sur l'île. Ainsi, en 1959, la réforme agraire mène à l'expropriation des grands propriétaires terriens étrangers qui exploitent la quasi-totalité de la production de canne à sucre et qui l'envoient à bas coût vers les États-Unis. Enfin, une première vague de nationalisation des moyens de production, raffineries de sucre et de pétrole, choque les industriels américains implantés dans l'île. Ces actes sont vus, depuis Washington, comme l'apanage d'un dirigeant marxiste. Une seconde vague de nationalisation des entreprises et des biens américains est lancée par la Havane, irritant encore un peu plus Washington. Au point que lorsque Castro demande à acheter de l'armement moderne auprès des États-Unis, il essuie un refus catégorique. Castro va alors se tourner vers l'URSS, avec qui il signe un premier accord commercial en février 1960, entre autres sur la vente d'armes, Cuba étant sous embargo américain depuis 1958. En juillet de la même année, Che Guevara franchit le Rubicon en déclarant publiquement que Cuba fait désormais partie du monde socialiste. Une dernière vague de nationalisation, sucreries, centrales électriques, raffineries de pétrole et une visite de Guevara à Moscou finissent de convaincre les États-Unis que Cuba est devenu une menace pour la stabilité de tout le continent latino-américain. Washington va alors commencer par soutenir financièrement et militairement les réfugiés anticastristes basés en Floride, la CIA leur fournissant les moyens de leur propagande à destination de Cuba et dressant les plans d'un débarquement de ses forces sur l'île. Par ailleurs, les accords d'achat du sucre cubain sont revus à la baisse par les États-Unis et en octobre 1960, le président Eisenhower impose un embargo commercial des produits américains vers Cuba et coupe toutes les aides financières à l'île. Castro réplique en nationalisant le reste des biens et des sociétés américaines dans le pays. L'URSS se propose alors d'acheter la production de sucre de Cuba à hauteur de 5 millions de tonnes sur plusieurs années pour compenser les pertes. John Fitzgerald Kennedy arrive au pouvoir à Washington en janvier 1961 avec ce dossier brûlant à gérer,
Le projet de débarquement de la CIA pour renverser Castro étant déjà bien avancé, Kennedy accepte de lancer l'opération, non sans avoir réduit l'aide apportée par les États-Unis aux anticastristes, passant de 16 à 8 avions de bombardement B-26 alloués aux forces anticastristes par exemple. Le 17 avril 1961, un commando de 1500 exilés cubains soutenus et entraînés par la CIA débarque donc dans la baie des Cochons. Mais l'opération tourne au fiasco. Arrêtés sur les plages par l'armée cubaine, les attaquants n'arrivent pas à faire se soulever la population contre Castro. L'échec est patent. Il ternit l'image de Kennedy, durcit l'antagonisme entre Washington et La Havane et surtout donne prétexte à Castro pour resserrer le contrôle du régime sur la population tout en le poussant à se rapprocher encore plus de Moscou afin de garantir sa sécurité contre d'autres tentatives de renversement américaines. D'ailleurs, Cuba est exclu de l'Organisation des États américains en janvier 1962, rejoignant en 1972 la CAEM, qui est le Conseil d'assistance économique mutuelle, organisation d'entraide économique entre différents pays communistes. Pour répondre aux demandes d'assistance sécuritaire de Cuba, Khrouchtchev avait déjà déclaré en 1960 que l'URSS défendrait l'île contre une agression américaine et en septembre 1961 que toute nouvelle attaque mènerait à une troisième guerre mondiale, rien que ça. Or, ces déclarations vont à l'encontre de la doctrine Monroe chère à Washington qui veut qu'aucune puissance non américaine ne doit intervenir dans la sphère du continent américain. Le Congrès des États-Unis réplique donc en menaçant toute ingérence étrangère de représailles. Le torchon brûle entre Cuba, l'URSS et les USA. C'est dans ce contexte que Moscou envoie en secret plusieurs milliers de conseillers militaires pour former l'armée cubaine et commence à installer sur l'île des rampes de lancement de missiles. Des documents récemment déclassifiés démontrent qu'en réalité ce sont 42 000 soldats soviétiques qui sont déjà sur place en 1962. C'est alors dans cette atmosphère de vive tension que le 14 octobre 1962, un avion espion américain U-2 prend des photos aériennes montrant que 5 à 9 bases d'engins balistiques sont en construction à Cuba. Après analyse, la CIA est formelle. Ces 39 rampes sont capables de tirer des missiles balistiques à portée moyenne et intermédiaire soviétiques SS-4 et SS-5. Pouvant être dotés d'ogives nucléaires et d'une portée de 2000 à 3700 km, ces armes sont donc une menace directe et mortelle pour les États-Unis puisqu'elles peuvent atteindre une grande partie de leur territoire, dont Washington. D'autres vols ultérieurs de U-2 vont permettre aux Américains de surprendre un convoi de navires soviétiques porteurs de missiles et de bombardiers Ilyushin 28 faisant route vers Cuba sous escorte de sous-marins d'attaque. Or, un mois plus tôt, face à la fermeté de Kennedy, Moscou avait promis de ne délivrer aucune arme offensive à Cuba. Cette attitude agressive de Khrouchtchev s'explique par sa volonté d'une part de rendre un certain ascendant moral et politique sur les États-Unis et d'autre part de compenser l'infériorité numérique et qualitative de l'arsenal nucléaire soviétique d'alors. En effet, à cette date, les missiles soviétiques ne peuvent atteindre le sol américain depuis les RSS, tandis que les missiles américains déployés par exemple en Turquie peuvent facilement menacer le territoire soviétique. Ainsi, le dirigeant soviétique remet entièrement en cause l'ensemble du dispositif de sécurité et la politique de défense du Pentagone. C'est pourquoi la réaction de Kennedy à cette menace implique d'énormes enjeux. Il en va de la crédibilité des États-Unis sur la scène internationale et surtout envers ses alliés cette fois-ci européens. Suite aux révélations successives faites par l'observation des U-2 durant 7 jours, le président s'enferme pour débattre avec une commission exécutive du Conseil national de sécurité afin d'établir un plan de réponse adéquat. Finalement, Kennedy choisit une réponse ferme, mais avec des contreparties pour ne pas perdre la face à Khrouchtchev. Dans un premier temps, le 20 octobre, il décrète le blocus total de Cuba afin d'empêcher le convoi soviétique de 24 cargos transportant les têtes nucléaires de débarquer leur cargaison sur l'île. En réalité, 158 missiles à courte et moyenne portée sont déjà opérationnels sur Cuba, dont 42 sont capables d'atteindre le territoire américain avec des ogives nucléaires qui étaient déjà installées. Mais ça, les Américains ne le savaient pas à l'époque. Ensuite, 2 jours plus tard, Kennedy informe le public américain des événements qui sont en train de se dérouler et des mesures prises par le gouvernement. Le blocus de Cuba débutera le 24 octobre. L'opinion publique américaine approuve. Au plan militaire,
l'île est isolée par l'US Navy qui déploie entre autres des sous-marins lanceurs de missiles Polaris. Un pétrolier soviétique est alors arraisonné, mais finalement libre de poursuivre sa route. Le convoi armé par contre lui est contraint de faire demi-tour. Au niveau diplomatique, les États-Unis saisissent le Conseil de sécurité de l'ONU. Khrouchtchev se fend alors de 2 missives adressées à Kennedy. La première, envoyée le 26, propose de retirer les fusées de l'île en contrepartie de l'engagement des USA de ne pas tenter de nouveau de renverser Castro. La seconde, du 27 octobre, propose d'échanger le retrait des missiles de Cuba contre celui des fusées Jupiter basées en Turquie. Kennedy répond alors favorablement à la première note, publiquement, tandis qu'il accepte de retirer les fusées Jupiter, qui étaient de toute façon obsolètes, à la condition que cette clause reste secrète, afin de ne pas entamer la confiance des alliés européens dans le parapluie nucléaire américain. Le 28 octobre, Khrouchtchev annonce officiellement qu'il retire toute arme soviétique offensive de l'île, tandis que le convoi reçoit l'ordre de rentrer en URSS. En réalité, les deux adversaires doivent tenir compte de l'équilibre conventionnel et thermonucléaire du moment. Ils sont tous les deux en faveur des Américains. Localement, la marine et l'aviation US sont largement supérieures à ce que peuvent aligner les soviétiques, et la menace d'une invasion de l'île, pure et simple, est réelle. La supériorité en nombre et en qualité des missiles et bombardiers nucléaires américains est également écrasante. Une confrontation directe pour Cuba aurait donc tourné rapidement en défaveur de l'URSS. Khrouchtchev a testé la volonté de Kennedy, jeune et fringant nouveau président américain, et il s'y est cassé les dents. Certes, il a réussi à arracher la sauvegarde du régime de Castro, dont il veut se servir de l'île comme tête de pont d'une influence communiste en Amérique latine. Il n'empêche que dans l'immédiat, la reculade soviétique est visible, et peut-être cela aura coûté sa place de dirigeant de l'URSS à Nikita Khrouchtchev, qui sera alors écarté du pouvoir en 1964. Mais cette crise, qui a mis le monde littéralement au bord du conflit nucléaire, aura permis quelques avancées dans les relations internationales à l'ère de la bombe atomique. Les rapports entre les deux grandes puissances seront désormais plus assouplis, et de nombreuses précautions seront prises dorénavant pour éviter que ce genre de scénario ne se reproduise et dégénère. Ainsi est installé le fameux télétype rouge entre la Maison Blanche et le Kremlin pour régler les litiges et éviter les confrontations directes. Enfin, les doctrines de dissuasion nucléaire sont affinées. Le recours aux armes nucléaires ne peut s'envisager que s'il y a une menace contre les intérêts vitaux de l'un ou des deux grands. Après la crise de Cuba, le monde qui a évité de justesse une troisième guerre mondiale entre dans une période de coexistence pacifique. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo sur le deuxième épisode de la guerre froide. Le troisième épisode sera sur la crise de Berlin, enfin les différentes crises de Berlin, parce qu'il y en a eu plusieurs. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.